À la fin du mois de juin 1993, on inaugurait l'autoroute de contournement. C'était la fin de 10 ans de travaux extrêmement importants. Ici, nous sommes dans un lieu tout à fait bucolique, champêtre. Nous sommes à Harare, sur la commune de Plan-les-Ouates. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que ici s'est ouvert, en ce début d'année 1994, le deuxième plus grand chantier du siècle, après l'autoroute de contournement, c'est l'évitement de Plan-les-Ouates. Je t'ai demandé comment t'étais habillée, toi. Moi, j'ai chaud, moi. Je sais pas. C'est ici, à Harare, que nous avions fait nos premières images, si vous vous en souvenez. Et tout était en chantier, il y avait une profonde tranchée, tout était ouvert. Eh bien, le petit panorama qui suit va vous montrer ce que je vous avais dit, c'est que, à part quelques barques de chantier qui sont encore ici, deux, trois éléments, les camions, la motte de terre qui disparaît peu à peu, eh bien, tout redevient absolument comme c'était à l'époque. Cette fois-ci, nous y sommes.
17 ans après le vote du 15 juin 1980, lors duquel les Genevois avaient donné le feu vert à la construction de l'autoroute de contournement, mais 1 an et demi avant la fin initialement prévue pour ce chantier du siècle et 1 semaine avant l'inauguration officielle, la population est invitée à découvrir le contournement de Plan-les-Ouates par un parcours pédestre de 4 km. Des plans sont disposés sur les parois des tunnels et tranchées pour permettre au public de prendre connaissance des détails et des aspects techniques de cette réalisation. Et voici le premier tram qui arrive sous la direction, remarquez bien, de notre vice-président du Conseil d'État, Philippe Choix, président du département des Travaux publics et de l'énergie. Justice et police et des transports. Attendez, tiens, toi tu coupes. Pas trop vite, regardez. J'arrive, voilà. Les photographes, là, c'est là. Voilà, là. Sur Mademoiselle, voilà. Voilà, bravo. On va faire couper aussi à la fille. Tiens, tu coupes, toi. Si elle coupe, regarde. Il faut les jeunes, encore une fois. Encore une fois, oui, assez gros. Encore, voilà, les garçons, encore une fois, ouais. Et après tu les donnes. Après tu les donnes à qui tu veux. À l'instant, et pour ce faire, je passe la parole à monsieur Gérard Ramseyer, conseiller d'État, chef du département de justice et police. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier le département des Travaux publics et de l'énergie de l'organisation de cette inauguration à laquelle il a eu la délicatesse d'assister notre département. Et remerciements particuliers vont à monsieur l'ingénieur Cantonal. Madame Blanc.
existait d'Inde. Pour les castors. Sans être en public. Bonjour. Puisque dès demain, ce sera le règne du nouveau tram 13. Dès demain, eh bien, ce sera Cornavin et Bachette-Pezet qui sera à nouveau relié. Et pour le futur, ce sera la ligne numéro 16 qui reliera Cornavin à Moelle-Sula. Depuis le mois de septembre 1995, les services industriels ont intégré la commune de Vernier. Nous sommes ici sur l'ancien site de l'usine à gaz et d'ailleurs nous sommes, monsieur de Sibontal, ici devant le dernier vestige de l'usine à gaz. C'est le dernier bâtiment qui reste de l'ancienne exploitation de l'usine à gaz. Tout à fait, vous êtes devant le seul bâtiment qui soit sauvegardé de l'ancienne usine à gaz. Il est resté là parce qu'il contient encore des installations techniques que nous utilisons tous les jours pour le chauffage à distance. Et c'est intéressant qu'une installation ultramoderne conserve de temps à autre quelque part les traces de son passé. Je pense que c'est intéressant, d'autant que, comme vous le voyez, c'est un beau bâtiment en moellon de Miellerie, donc vraiment la construction de 1913, la construction d'époque. Je pense personnellement que ce serait dommage de laisser disparaître un souvenir comme celui-ci. Alors ici, les services industriels font une journée porte ouverte. D'abord, est-ce que vous avez une bonne fréquentation du public ? Nous sommes très satisfaits, autant de la fréquentation d'exposition au Lignon, au centre commercial, que de la fréquentation des portes ouvertes à la chaufferie aujourd'hui ce samedi. Et alors, cette journée porte ouverte a une raison. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles ? Bien sûr, le chauffage à distance est établi depuis plus de 30 ans, tout d'abord au Lignon, puis ensuite dans tout le périmètre que nous desservons, c'est-à-dire jusqu'à l'aéroport, mais personne ne connaît son existence. C'est une énergie qui est discrète. Nous voulions une fois rappeler que nous existions et puis montrer que le confort est quelque chose qui existe de manière tout à fait cachée. Donc simplement signaler, le chauffage à distance est là. Les panneaux de Solarcade, vous l'avez vu, sont immenses, 1000 m², c'est une très grande surface. Ce sont des appareils d'un type un peu particulier puisque nous travaillons ici à des températures très élevées.
Cette technologie est encore valable actuellement selon les besoins, mais n'est pas celle qui est utilisée pour le chauffage des maisons particulières. C'est une technologie relativement compliquée et onéreuse. À l'heure actuelle, le chauffage solaire, le captage solaire pour l'électricité se développe et c'est une bonne chose puisque c'est une des seules énergies dont on puisse dire qu'elle est vraiment renouvelable. Cependant, il faut savoir que c'est encore une technologie relativement onéreuse et c'est surtout une technologie qui ne couvre pas nos besoins sous nos latitudes au moment où ils sont les plus importants, c'est-à-dire pendant l'hiver. Ce que vous voyez derrière moi sont deux chaudières extrêmement puissantes de 34 MW. Ces deux machines sont construites par Sulzer. Elles permettent l'alimentation du chauffage à distance pendant les périodes d'hiver quand la demande est très grande. Simplement pour remercier tous les amis, tous les bénévoles qui, avec les compagnons, tous les jours font un travail qui est toujours très difficile. Ensuite, toutes les personnes qui viennent et qui nous disent un petit mot de gentillesse en nous apportant des choses ou en nous pardonnant les bêtises ou les oublis qu'on fait dans nos ramassages ou dans le travail de chaque jour. Et puis, je voulais rassurer l'abbé Pierre, parce que tout à l'heure, je suis sûr qu'il me dira qu'il a beaucoup peur, il va nous dire que cette construction lui fait peur. Je le comprends, à moi aussi ça me fait un peu peur. De passer dans des locaux très petits et arriver dans des locaux où nous sommes à l'aise. Mais je le rassure. Je lui ai dit à l'oreille qu'un compagnon nouveau m'est arrivé. Vous allez rire parce que je vais dire, enfin le dernier mot. C'est vrai, je n'en dirai plus après. Mais je le disais hier et je vous le répète. Vous le savez, même la Suisse commence à être atteinte par cette maladie de toutes les parties du monde, industrialisées, évoluées, comme on dit, etc. Vous commencez à être atteint par le chômage. D'autres pays de l'Europe, notre Europe, le sont beaucoup plus encore, depuis plus longtemps que vous. C'est une situation complètement nouvelle. Je me rappelle, j'étais très jeune, quand en France, il y a eu le gouvernement socialiste de Léon Blum. Et ce socialiste intellectuel a fait éclater de rire les gens bien, les bons bourgeois, quand il a présenté son gouvernement où il y avait un ministre des loisirs. Tout le monde a rigolé. Bon, mais aujourd'hui, le loisir devient une interrogation dramatique. Et ce ne sont pas que les chômeurs, ce sont aussi des ingénieurs, des techniciens, des cadres mis en pré-retraite et qui sont là à tourner en rond. J'en connais un de mes amis ingénieurs mis ainsi en pré-retraite qui tournait dans la maison embêtant sa femme. Elle était habituée à être la reine dans la maison pendant que son mari était au travail. Et il voulait lui rendre service et ne faisait que l'embarrasser. Et finalement, il s'est tué dans sa cave parce qu'il ne pouvait plus tenir à entendre chaque matin
son copain, qui habitait un pavillon d'accession à la propriété, voisin du sien, ils étaient tout à fait la même carrière. Et tous les matins, quand il entendait son copain mettre en route sa voiture pour aller au boulot, il devenait fou. Lui qui allait traîner la journée entière, de trop, inutile, pour rien. Alors, je le pense, tous les jeunes de 20 ans et les anciens, tous, donnez-vous comme objectif très important, politiquement, de inventer du loisir humanisant, créatif. Et c'est possible. Du sport, pour la joie de développer sa santé et son corps, et pas simplement pour rêver d'être une vedette qu'on se vendra de club en club pour des sommes astronomiques. Mais toutes sortes d'artisanat, d'art, toutes sortes d'activités, il faut les inventer, car autrement, ne nous y étonnons pas, ce sera la drogue, ce sera l'alcool, ce sera la déchéance, ce sera les délits, par l'ennui. Pensez qu'on a vu en France des adolescents aller chercher de l'essence pour en inonder un clochard et y mettre le feu. Il faut être fou. Mais c'est ce que produit l'oisiveté. Être sans trouver d'emploi, ne servant à rien, de trop, mais ça rend fou. Et ça peut conduire des gamins de 15 ans qui n'étaient peut-être pas plus méchants que d'autres, mais la folie. Ils ne pensent plus qu'ils ont un avenir devant eux. À nous de leur prouver que si, il en existe d'autres, que c'est qui était basé uniquement sur l'intérêt lucratif. Qu'il faut ce qu'il faut pour vivre, pour tous, ça demande des partages, mais il faut regarder ce côté des choses, mais en même temps ça demande de vouloir créer pour toute cette portion de l'humanité du loisir humanisant, créatif. Sinon, nous connaîtrons la déchéance, la décadence. Mais il m'a besoin un ferment pour que tout ce que je vous dis là, ça germe. Pour moi, j'espère que le bon Dieu n'attendra plus bien longtemps pour me ramasser.